Bonjour, on est un peu moins nombreux cet après-midi, je vois. Euh, Déjà, je vais remercier le Phénix, Romaric Dorier, Clarisse Bardio, Annick Bureau pour l'invitation. Je suis content d'être là pour parler un peu de mon voyage américain et de mes recherches là-bas. Je suis allé l'été dernier, j'ai pas eu l'occasion publique d'en parler beaucoup depuis, donc c'est assez agréable de pouvoir en parler aujourd'hui. Euh, Peut-être je pourrais avoir mon ordinateur. Juste pour me présenter rapidement, j'ai 43 ans. J'ai fait dans les années 90, quand j'étais étudiant, un collectif avec un grand nombre d'amis en France et une sorte de réseau international avec des gens en Italie, en Angleterre, en Autriche, qui s'appelait Association des astronautes autonomes. Et en 2000, j'ai publié un livre qui s'appelait Quitter la gravité. C'est comme ça que j'ai rencontré Kitsou Dubois, Nick Bureau à ce moment-là. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. Puisque dans le livre, il y avait notamment un texte de Kitsou Dubois sur ses premières expériences d'apesanteur. Il y avait aussi Dragan Zidadinov, l'artiste slovène dont tu as parlé tout à l'heure et ce matin, qui était aussi dans ce livre-là. Donc c'est un livre que vous pouvez consulter gratuitement, puisqu'il est en libre publication maintenant, enfin depuis le début sur le site des éditions, donc les éditions de l'Éclat. Donc ici, vous voyez, il y a tout le sommaire du livre, texte par texte. C'est un livre avec une quinzaine de contributions. Donc c'est toujours une ressource un peu sur ce qui pouvait se faire à ce moment-là. Euh, J'en parle aussi parce que dans ce groupe-là, ce réseau-là, on était un peu dans une idée un peu ludique c'était c'était la fin de millénaire, on était juste avant l'an 2000, donc il y avait une sorte de provocation de faire un peu potache. C'était dans le réseau, ça a commencé dans le réseau Mailart et l'internet qui émergeait et tout ça, donc c'était un peu potache au départ, puis c'est petit à petit devenu de plus en plus concret, c'est-à-dire que il y a eu Dragan et d'autres qui ont fait des vols paraboliques vers 98-99, et puis moi j'en ai fait en 2003, et puis j'en ai encore fait un l'année dernière, et donc c'est devenu de plus en plus concret, mais au départ l'idée du réseau était d'essayer de raconter. Il y avait une volonté de contestation, c'était une sorte de groupe politique un peu ultime de fin de millénaire. Les astronautes autonomes, le conquête spatiale doit être accessible à tous. C'était aussi une façon de vouloir raconter l'histoire de la conquête spatiale de manière différente, puisqu'on considérait qu'il y avait un discours qui émanant du pouvoir sur la conquête spatiale, qui était un discours unique, qu'il n'y avait pas de multiples histoires dans l'histoire officielle, et évidemment tout ça cerné par le question du monopole d'État. Et c'était aussi à l'époque où s'ouvrait le tourisme spatial, les premières initiatives avec un concours qui s'appelait le X-Prize, qui depuis a créé le Spaceship One qui a gagné le concours, et là ensuite l'entreprise Virgin Galactic. Donc on était aussi dans un questionnement sur la commercialisation de l'espace, sur l'histoire officielle de la conquête spatiale. Et donc les associations des astronautes autonomes étaient une façon aussi d'essayer de chercher une histoire différente. Donc dans ce livre-là, j'ai fait notamment un gros travail sur l'espace et la culture, disons, l'astronautique dans la littérature, que ce soit du point de vue métaphorique, que du point de vue, disons, artistique ou plus concret, ou politique, des regards divergents sur l'histoire de la conquête spatiale. Donc je ne vais pas entrer dans les détails du livre qu'un astronaute autonome, parce que ça fait longtemps, mais ça a quand même, tout ça pour dire que ça mène un peu mon intérêt dans le domaine depuis donc cette époque-là, depuis très longtemps. Et dernièrement, on en a parlé ce matin, j'ai travaillé sur la question de l'émergence de la culture cosmique, cosmiste, on dit d'ailleurs chez les Russes, très tôt. Au XIXe siècle, c'est les premiers traités d'astronautique sont écrits donc Tsiolkovsky en 1880, mais avant, il y a même un philosophe, disons, de théologie orthodoxe et travaillait à l'Académie, aux Archives nationales, je crois, qui a posé l'idée de la nécessité de voyager dans l'espace pour l'humanité. Donc ces questionnements-là, ça c'est des choses qui m'ont intéressé beaucoup, et comment ça s'est ressenti dans la culture russe, et particulièrement avec la culture soviétique, comment ça a infusé le discours bolchevique, qui pourtant était un discours athée, comparé au discours de Fedorov, qui était quand même un discours théologique,
puisqu'il était orthodoxe. Donc ça, c'était déjà une divergence historique qu'on a tendance à oublier, et je dirais une influence un peu métaphysique dans le discours bolchevique, ce qui était quand même curieux de relever cette histoire-là. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, j'ai travaillé là-dedans. Et puis tous les artistes d'avant-garde qui se sont intéressés à ça au moment de la révolution bolchevique, donc Malevitch, on en a parlé ce matin, qui était dans le comité des artistes révolutionnaires, qui s'est tout de suite intéressé à ces questions-là, qui a écrit beaucoup, et donc le mouvement qu'il a monté, qui a fondé le suprématiste, était très très basé sur la question de l'accès au cosmos. Donc voilà, une histoire un peu divergente, vraiment passionnante, qui a des réminiscences encore aujourd'hui. La culture dite cosmiste accompagnée d'une volonté de quête de l'immortalité, quête de l'extension de la durée de la vie. On parle d'une époque, on est juste après Pasteur, hein, donc il y a cette idée dans la culture scientifique qui est très forte. Donc, et aujourd'hui, on retrouve un peu ces deux thématiques-là, le voyage spatial et la quête de l'immortalité ou l'extension de la vie, dans le transhumanisme américain, qui s'est un peu en partie inspiré de cela. Bon, même s'il y a beaucoup de différences, mais je schématise un peu, mais on trouve les correspondances tout de même. Donc c'est intéressant de lier finalement une histoire occidentale et qui lie technosciences et métaphysique, puisque c'est aussi un rêve religieux en quelque sorte. Du coup, ça m'a aussi intéressé de creuser du côté américain. C'est de ça dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'une part parce que donc on parlait de 2003. Je me suis intéressé, et c'est la première fois que j'en ai entendu parler, disons à peu près à cette époque-là, aux gens qui ont fondé le Jet Propulsion Laboratory. Donc c'est le laboratoire qui se trouve à Pasadena en Californie, qui aujourd'hui mène les missions martiennes. Curiosity, le rover, etc. Mais c'est la première agence spatiale américaine montée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la première réelle agence dédiée à la construction de fusées. Donc l'histoire des gens qui ont monté ce laboratoire, le Jet Propulsion Lab, m'a beaucoup intéressé. Alors peut-être il n'y a pas beaucoup, on est moins nombreux que ce matin, on est quand même du monde, mais peut-être je vais vous poser une série de questions parce que vous savoir où vous vous situez par rapport à l'histoire spatiale, parce que je vais commencer à rentrer dans des sujets où je vais parler de beaucoup de personnes, et peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler de tout ça. Par exemple, est-ce que, peut-être vous pouvez lever la main, est-ce que vous connaissez Franck Malina, à part, donc vous en avez entendu parler ce matin pour certains, mais, donc pas beaucoup. Jack Parsons, ça vous dit rien non plus? Franck Malina, le premier directeur du Jet Propulsion Laboratory en 1943. Jack Parsons, ça vous dit rien? Non? Personne? Voilà. Bon. Jack Parsons, c'était son associé principal lorsqu'ils étaient étudiants, qui est quelqu'un qui est mort très jeune, mais dont il y a un cratère sur la Lune qui porte son nom, et qui a en gros inventé, scientifiquement, sa légitimité, c'est d'avoir inventé le carburant solide, qui est à la base de beaucoup de programmes de fusées par la suite, et donc c'est sa légitimité scientifique. Est-ce que vous connaissez Theodor von Karman, qui est un... Non, personne ne connaît Theodor. Ou Werner von Braun. Werner von Braun. Non plus, personne ne connaît Werner von Braun, c'est intéressant. Werner von Braun est le responsable du programme des fusées V2 pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne nazie, qui bombardait Londres, entre autres avec ces fusées. Donc c'est les premières fusées dans l'histoire de la fusée, et qui ensuite a été le responsable du programme Saturne 5, de la fusée Saturne 5 et du programme Apollo pour l'Amérique. Donc on voit qu'il a passé des nazis à la NASA, comme on dit, et donc il a un parcours historique, et c'est un peu une figure de l'histoire de la conquête spatiale, très controversée, et qui est pourtant une figure majeure. Donc voilà, je vois que je vais devoir bien détailler l'histoire. Theodor von Karman était lui un Hongrois qui avait autant de compétences, on pourrait dire, que von Braun, mais qui avait émigré aux États-Unis au moment de la prise du pouvoir, et qui était devenu le responsable à la Californian Institute of Technology de l'aéronautique, puis de l'aérospatiale, qui a eu un rôle majeur aussi dans l'émergence du programme spatial américain,
avec le Jet Propulsion Laboratory. Bon, peut-être que je vais avoir plus de succès si je dis, est-ce que vous connaissez Aldous Huxley? Voilà, donc auteur de La Guerre des Mondes, non, de Meilleur des Mondes, pardon, qui a émigré aussi en Californie dans les années 30, et qui va être aussi, qui va rencontrer une partie de ces personnes-là. Est-ce que vous connaissez Krishnamurti? Krishnamurti, qui est un gourou qui avait été nommé enfant comme un Christ de la théosophie en Inde, et qui émigre en Californie à ce moment-là, qui se libère de la secte théosophe qu'il avait décidé que c'était lui le Christ, et qui va devenir une sorte de disons, dans la culture New Age, un des éléments marquants du début de la culture New Age en Californie. Je pourrais vous citer, est-ce que vous connaissez, j'ai dit Aldous Huxley, mais est-ce que vous connaissez Julian Huxley, son frère? Le frère de Aldous Huxley c'est un biologiste important qui a eu, je crois, un Nobel, non, Julian Huxley? Peut-être pas. Et en tout cas, qui est l'auteur en 1942 de la théorie de la synthèse, la synthèse de la théorie biologique de l'évolution, qui met au point la question de l'évolution après Darwin et un certain nombre de découvertes, qui resynthétise la question de l'évolution, qui se débarrasse d'un certain nombre comme la question de la génération spontanée, comme il y a beaucoup de choses qui sont remises à plat par Julian Huxley. Et Julian Huxley va être la première personne à diriger l'UNESCO, le comité scientifique de l'UNESCO à la sortie de la guerre mondiale. C'est le frère d'Aldous Huxley. Et Julian Huxley est aussi celui qui va inventer le terme de transhumanisme dans les années 50. Et qui va embaucher Frank Medina. Mais ça, je comptais le raconter plus tard. Mais voilà, donc est-ce que vous connaissez Robert Heinlein? Est-ce que vous avez vu Starship Troopers? Voilà, donc Robert Heinlein est l'auteur de Starship Troopers, donc le film adapté à Hollywood il y a une dizaine d'années. Robert Heinlein était un auteur de science-fiction qui écrivait dans les années 30 dans Astounding, donc un fanzine de science-fiction, et qui était en contact avec un certain nombre de scientifiques, notamment les scientifiques de la recherche nucléaire, qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient au California Institute of Technology, et donc avaient accès à des informations, disons, scientifiques un peu secrètes, et transmettaient ça dans ces nouvelles de science-fiction dans Astounding. Le problématique, c'est qu'il a très rapidement été surveillé par le FBI, parce qu'il avait des contacts avec la recherche nucléaire, et par la suite avec les scientifiques du projet Manhattan qui travaillaient sur la première bombe atomique, qui donc est au Nouveau-Mexique. Est-ce que vous connaissez L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard. Vous devez. Vous connaissez Tom Cruise? Donc L. Ron Hubbard, qui a fondé l'église de Scientologie. Voilà. Ron Hubbard, ou Lafayette Ron Hubbard, qui était aussi un écrivain de science-fiction qui écrivait dans la même revue, Outstanding, dans les années 30, qui est mobilisé pendant la guerre, a une carrière militaire plutôt désastreuse. À la sortie de la guerre, il est plutôt ruiné. Il se réfugie auprès de tous ses amis comme Heinlein et les amis du Jet Propulsion Laboratory, enfin certains, et va les escroquer, pour faire rapide, je vous raconterai les détails après, et pour qu'ensuite monter avec cet argent l'église de Scientologie. Il va écrire la Dianétique en 52 ou 53, et il est aussi lié à cette histoire-là. Quel autre personnage? Est-ce que vous connaissez Kenneth Anger, cinéaste underground américain, qui a fait des films comme Scorpio Rising, Lucifer Rising? C'est un cinéaste underground hollywoodien. Il va être aussi très proche, très jeune d'un certain nombre de ces personnes-là. Il va rassembler des gens à jouer dans ses premiers films. Si vous ne connaissiez pas Kenneth Anger, je vous encourage à regarder. C'est quand même un monument de la contre-culture californienne. Qui serait autre intéressant à amener dans la galerie de personnages. Bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, je vois qu'il faut que
Tout ça pour dire que c'est un environnement. Vous connaissez Howard Hughes, évidemment, ou Walt Disney. Ça, c'est, disons, une branche qui intervient aussi dans cette époque-là. Bon, en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai cité tous ces noms-là. Donc, je suis parti l'été dernier aux États-Unis donc faire une recherche sur les fondateurs du Jet Propulsion Laboratory. Donc, il y a 3 personnes que je ne vous ai pas posé la question, si ce n'est Franck Malina, ou personne, si je vous ai, mais qui sont les éléments fondateurs de ce groupe-là. On pourrait même dire 4. Il y a donc ces 3 jeunes étudiants au California Institute of Technology donc dans les années 30. Je vais faire le profil des 3 puisque ça donne une idée un peu de ce qui leur est advenu derrière. C'est des gens qui ont été complètement mis de côté à la sortie de la guerre mondiale alors qu'ils avaient cette légitimité d'avoir fait la première fusée américaine montant à 100 km, d'avoir inventé le carburant solide et d'avoir fondé la première agence spatiale. Mais ils ont été remplacés par les scientifiques allemands à la sortie de la guerre. Donc 3 personnes, donc Franck Malina, dont on a parlé ce matin, donc, qui est ingénieur, étudiant, qui arrive du Texas au California Institute of Technology. Il développe donc toute cette question d'ingénierie aéronautique, devient le premier directeur du Jet Propulsion Laboratory en 1943. Puisqu'ils ont inventé la réaction, l'avion à réaction, le carburant solide, et ils montent la première fusée. Sa première fusée est lancée en 1945 ou 1946. Malheureusement, il a été étudiant proche des étudiants communistes pendant qu'il était étudiant à Caltech. Il était proche d'une cellule communiste étudiante. En 1946, à la sortie de la guerre, avec le macartisme émergent, il est mis sur la touche, poursuivi. Il sent que le vent va très mal tourner pour lui. Et là, il a cette opportunité de partir à Paris, travailler à l'UNESCO. En 1947, il quitte les États-Unis. Il ne reviendra que très ponctuellement par la suite. Il ne reviendra pas avant 20 ans, je crois, déjà. Il ne reviendra que dans les années 60, à un certain moment. En tout cas, il quitte, il arrive, il s'installe à Paris, il travaille à l'UNESCO jusqu'à 1953. En 1953, on lui retire son passeport. Il ne peut plus retourner aux États-Unis. Il est obligé de quitter l'UNESCO. Et il devient artiste cinétique, ce qui a été évoqué par Annick ce matin. Et il crée ensuite la revue d'art et sciences Leonardo dans les années 60. Donc ça, c'est un personnage donc, qui a été le premier directeur du Jet Propulsion Laboratory. Un autre de ses collègues, Jack Parsons, lui il est natif de Pasadena, de Californie. Il est autodidacte, il est passionné de chimie, d'explosifs. Ils s'associent ensemble, mais Jack Parsons, qui est jeune, est plutôt porté dans les questions ésotéristes, occultistes. Il va notamment voir les conférences d'Aldous Huxley, qui à l'époque rencontre Krishnamurti qui arrive d'Inde, et il y a toutes ces recherches sur la mescaline, sur les drogues. Il s'intéresse à toutes ces questions-là. Il s'intéresse aussi à Aleister Crowley. Vous connaissez Aleister Crowley ? Voilà. Donc il s'intéresse du coup par la même occasion à Aleister Crowley. Il est moins convaincu par Krishnamurti et se passionne plutôt pour Aleister Crowley, qui est un ésotériste anglais qui prône, disons, dans son groupe qui s'appelle l'Ordo Templi Orientis, qui prône la libération sexuelle, et il a une devise qui est « fais ce que tu voudras », qui tire son enseignement de Rabelais et de l'abbaye de Thélème qu'on trouve dans la littérature de Rabelais, donc qui est une philosophie, disons, permissive et prônant la libération sexuelle, et c'est un usager de drogue notoire, un héroïnomane. Donc il a monté un groupe, une église, un culte qui s'appelle l'Ordo Templi Orientis. Personne s'intéresse à tous ces mouvements ésotériques émergents, et il finit par être introduit dans le groupe de Crowley en 39-40, exactement à l'entrée de la guerre. Et au moment où, avec Malina, il commence à travailler pour l'armée sur la question de l'avion à réaction. Voilà, Parsons va prendre, au fur et à mesure de la guerre, qu'il s'enrichit,
va monter en grade dans le OTO, puisque dans l'ordre Tempus Oriotis, parce qu'évidemment Crowley s'intéresse beaucoup à son argent, comme tout gourou de secte, il s'intéresse beaucoup à son argent, et le nomme à la tête de la loge californienne en 42, je crois, jusqu'à qu'il s'enrichisse réellement en 45, et en 45, c'est Parsons qui prend un peu panique, et qui quitte le mouvement, dans des détails que je raconterai un peu après. Parsons va ensuite être complètement surveillé par le FBI pour ces questions-là. Il va être obligé aussi on va lui retirer ses autorisations de sécurité de travailler. Il ne peut plus travailler pour le programme spatial ou le programme balistique. Il va travailler pour Howard Hughes, qui est à la fois une compagnie d'aviation et travaille pour Hollywood, dans les effets spéciaux. Il va essayer toutes sortes de boulots. Il meurt dans un accident d'explosif chez lui au début des années 50. Il n'avait pas 40 ans. Pour autant, il y a un cratère qui porte son nom sur la Lune. Et un troisième personnage que je voudrais ramener dans cette histoire, c'est Qian Chu-sen Tien, on l'appelle Tien. C'est un Chinois arrivé dans les années 30, étudiant, une sorte de génie de mathématiques, arrivé étudiant au Californian Institute of Technology dans les années 30. Il va travailler par intermittence, suivant les questions politiques de la guerre mondiale, pour le programme de Malina Parsons sur l'avion à réaction d'abord, puis après sur la fusée. Au début, donc c'est parce que ça implique la balistique, les missiles balistiques. Donc il y a évidemment une pression militaire, secret défense importante que les Chinois parfois il est en état de grâce, il est très considéré parce que c'est vraiment un génie mathématique, et parfois on n'a pas besoin de lui et on le maintient à distance. Pour autant, en 1944, il est missionné avec Theodor von Karman pour aller auditionner Werner von Braun en Allemagne nazie. Donc Werner von Braun qui faisait les fusées V2 en Allemagne, Werner von Braun était dans la SS, donc il y a ce qu'on appelle l'opération Paperclip, qui est rapatriement de tous les scientifiques nazis de haut niveau aux États-Unis à la sortie de la guerre mondiale. Donc Tien, chinois, von Karman, hongrois, tous les deux en Californie, sont missionnés pour faire l'audition de Werner von Braun à Londres pour savoir si on peut le ramener aux États-Unis ou pas. Ce qui est qu'un parcours assez intéressant. En 1945, on propose le poste de Malina, en gros, ou à Caltech plus exactement, de diriger le programme, le laboratoire d'aéronautique aérospatiale de Caltech, mais là, Mao prend le pouvoir. Du coup, on se dit qu'on ne va pas mettre un Chinois à la tête du programme balistique au moment où ils viennent d'inventer la bombe nucléaire. Et donc on assigne Tien finalement en résidence pendant 5 ans. En 52-3, par là, dans les mêmes années que les autres. Parsons meurt en 53, Malina reste en 53. Tien, on l'échange, ou on le renvoie en Chine. Après 5 ans d'assignation en résidence, en pensant qu'il est plus à jour au niveau technologique, mais tout est dans sa tête. Et on l'échange avec des soldats de la guerre de Corée. Enfin, c'est pas vraiment dit, mais il y a des échanges. On l'échange contre des soldats pendant la guerre de Corée. En Chine, il arrive. Mao le comprend tout de suite l'intérêt du rôle de ce personnage et comment dire, le met à la tête du programme balistique chinois de la Chine communiste, puis à la tête du programme de la fusée, du programme spatial chinois, la fusée Longue Marche. Donc il part de la Californie contre-culturelle pour arriver dans les années 60-70 à la tête du programme. J'aurais dû vous lancer un diaporama pendant toutes ces histoires-là. Je vais vous mettre, vous allez voir un peu les images de l'époque, c'est quand même plus sympa. Ça, c'est Jack Parsons. Et ça va défiler un peu dans le désordre. Vous avez Frank Malina ici avec une œuvre d'art. Là, on a Linus Pauling qui était un scientifique proche des communistes. Bon, je laisse défiler tous les documents puisque c'est un programme en cours. Je travaille sur un livre sur ces questions-là. Donc, c'est un long récit historique, un portrait de groupe. Donc, j'ai accumulé plein d'archives. Là, je les mets de manière aléatoire pour que vous ayez une idée de l'environnement de cette époque-là.
Je vais peut-être un peu vite, je me demande, non? Où ça va? Ou tu as peut-être des questions? Euh, là, ouais, peut-être je vais décrire simplement mes photos déjà, un peu. Là, c'est Tienne avec en étudiant. Là, c'est une fusée V2 au Nouveau-Mexique en 1945. Toujours une fusée V2 rapatriée d'Allemagne, parce qu'ils ont rapatrié une centaine de fusées V2 d'Allemagne, donc d'Allemagne de fusées nazies en 1945. Ça, c'est Alistair Crowley. Donc des couvertures de ou Astounding ou Amazing Stories, c'est les romans de science-fiction, ou les magazines de science-fiction durant la Seconde Guerre mondiale. On a une série. C'est une œuvre d'art, des œuvres de Frank Malina. Des affiches du Parti communiste américain. Ça, c'est Jack Parsons et sa femme. Sa femme, Marjorie Cameron, qui est devenue artiste de la Beat Generation à la fin de sa vie. Ça, c'est... je peux peut-être m'arrêter sur celle-là ou revenir. Ça, c'est un portrait de Jack Parsons par sa femme. Ça, c'est une femme sur la Lune, Fritz Lang, qui avait émigré aussi en Californie. C'est une histoire aussi intéressante. C'est que bon, il y a Werner von Braun qui arrive, mais avant Werner von Braun, il y a Willy Ley, qui était aussi parce que dans les années 20, les Allemands avaient ce qu'ils appelaient la Rocket, je ne sais plus comment on dit en allemand, mais la société de fusée, la Rocket Society allemande, qui était composée de pionniers comme Werner von Braun, Hermann Oberth ou Willy Ley, qui était consultant notamment sur les films de Fritz Lang, comme la femme sur la Lune ou ce genre de film. Et autant Werner von Braun est rentré au Parti national-socialiste, autant Willy Ley a quitté l'Allemagne en 1933, il est venu s'installer aux États-Unis. Il est entré dans le milieu de la science-fiction, parce qu'il a redémarré un peu de zéro. Il s'est mis à écrire des articles pour les magazines de science-fiction, pas réellement des nouvelles, mais plutôt des articles qui parlaient de la prospective scientifique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après la Seconde Guerre mondiale, Willy Ley et Werner von Braun se retrouvent vers 1950. Et là, ils vont reprendre tous les travaux futuristes qu'ils avaient pu concevoir dans les années 20, à savoir l'idée de station orbitale en forme de roue, qui avait été conçue par Hermann Potočnik dans cette société-là. Et tout un imaginaire donc de conquête spatiale qu'ils avaient dessiné comme ça, de manière un peu utopique. Mais ils se retrouvent, donc le von Braun, qui vient de la SS, qui a une mauvaise réputation, qui a du mal comme cette photo-là. Ça, c'est des unes de magazines qu'ils ont écrit ensemble à ce moment-là, en 1950. Ça, c'est Frank Malina devant la première fusée américaine. Ils vont se retrouver, donc un ayant eu un parcours dans la science-fiction qui était donc anti-nazi, et l'autre qui avait adhéré d'abord au Parti national-socialiste puis à la SS. Ils se retrouvent, ils sont soutenus à ce moment-là par Walt Disney, qui est plutôt un sympathisant des anciens nazis, anticommuniste total, et qui, contre des gens comme, j'allais dire, Malina ou les frères Oppenheimer, ou qui avaient des sympathies communistes antifascistes, va soutenir les Allemands pour le programme spatial. Et c'est eux qui prendront le pouvoir. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est l'ironie de l'histoire. C'est quand même que Malina, comme Parsons, comme toute cette équipe-là, était foncièrement antifasciste, avait milité, agi, ils étaient en guerre contre ces Allemands. C'était leur ennemi de guerre, leur ennemi intime pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Malina lance la première fusée américaine donc en 1946, au Nouveau-Mexique. 2 mois plus tard, on lui dit bon, maintenant c'est les nazis qui arrivent, il faut que tu laisses la place. Ou du moins, lui dit non, moi je reste pas. Il s'en va, il quitte la base spatiale. Le premier site de tir qui se trouve au Nouveau-Mexique est remplacé par les scientifiques allemands. Et
toutes les activités, donc le macartisme va mettre en place ces gens-là à leur place et va être soutenu notamment par l'industrie hollywoodienne, par Howard Hughes, par Howard Hughes et Walt Disney, qui va soutenir les scientifiques nazis. J'interviens. Je trouve qu'il y a aussi une deuxième, enfin une autre, c'est bourré d'ironie de l'histoire, mais si le macartisme anticommuniste n'avait pas renvoyé Tian en Chine, alors que Tian n'avait pas l'ombre d'une envie d'aller en Chine, c'est quand même Tian qui a construit le programme spatial de la Chine communiste. Donc ça fait partie des ironies. Là, dans ce que tu dis, il y a deux choses que je voudrais souligner et sur lesquelles c'est les 100 scientifiques allemands qui sont arrivés au Nouveau-Mexique. Sur lequel tu peux revenir avant de rentrer dans le périple américain. Là. C'est à quel point il y a des choses qu'on imagine par rapport à la conquête de l'espace et par rapport à la façon dont ça s'est passé, et aussi par rapport au discours il y a trois choses que je voudrais inclure par rapport à l'imaginaire. Bon, aux États-Unis, c'est le Space Frontier, c'est cette notion de to go where no one has gone before, donc Star Trek aussi, mais ce mouvement-là, et Wen l'a dit, en Union soviétique et en Russie, on est plus dans le cosmisme, donc dans quelque chose d'une expansion naturelle de l'humain au-delà de la Terre. Et que malgré tout, la construction du spatial américain a été faite par des Européens. Largement. Von Karman était hongrois, la famille de Malina était tchèque, les nazis, de toute évidence, étaient allemands. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a une vision de l'espace et des agences spatiales comme des choses extraordinairement rationnelles, etc. Alors que là, je crois que ça a été clairement montré par Ewen, c'est quand même une salade niçoise et une dialectique entre une culture militaire et des objectifs militaires, entre des objectifs scientifiques, mélangés avec une contre-culture et mélangés. Von Braun à gauche, Willy Ley au milieu, Disney, et le dernier à droite, je ne sais pas qui c'est, mais c'est voilà. 52 ou 53. Et associé aussi avec l'industrie hollywoodienne du spectacle. Donc je trouve que, sans oublier le soupçon comment dire, de spiritualité plus ou moins bien digérée dans différentes formes de religion et de secte. Et je trouve que ça, c'est un point extraordinairement important à retenir et à appréhender, parce que la science-fiction, la science tout court, la religion, le business, l'escroquerie, la politique, tout ça est complètement intimement lié. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Californie, aussi bien dans le nouvel accès à l'espace hors agence, donc dans un accès à l'espace par des entreprises privées, associés au Google, au transhumanisme, etc., on retrouve les mêmes ingrédients. Mais peut-être tu vas en développer cet élément-là. Oui, tout ça en fait, ce que ça veut dire, c'est que cette époque-là a tiré des lignes fortes. Je dirais qu'il y a cette... déjà, rien que la question de la notion d'art et science dont on parlait, on pourrait dire que, d'une part, donc Franck Malina, qui est ingénieur en chef, premier directeur du programme spatial donc américain, qui est remplacé, mis dehors et remplacé par Werner von Braun. Derrière, entame une carrière. Donc, d'une part, il rentre dans tout ce mouvement des scientifiques pour la paix qui veulent rapprocher les cultures, qui n'ont pas d'anticommunisme primaire, on pourrait dire. Il essaye de faire rapprocher les peuples. Donc, il est contre la guerre froide. Il ne veut pas que la guerre froide soit une troisième guerre mondiale. Donc, il décide de s'engager à l'UNESCO par conviction de pacifiste. Et devient artiste par la suite, parce qu'on leur retire quand même leurs autorisations de sécurité pour travailler sur des programmes secrets défense, pour des convictions, donc des idées ou politiques ou simplement des idées humanistes.
ou existentialiste. Enfin, là, on rentre dans un dialogue avec Ewen. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Franck Malina s'est installé à Boulogne-Billancourt, donc travaillait à l'UNESCO, et en pleine guerre froide, au moment où soviétiques et américains ne se parlaient pas. C'est quelqu'un qui a toujours organisé des rencontres chez lui d'intellectuels, d'artistes, de scientifiques. Enfin bon, voilà, contre Gagarine très tôt. Il y avait un bouillonnement incroyable dans cette maison qui, donc à Boulogne-Billancourt, il y avait un bouillonnement incroyable de gens de toute nature, et les scientifiques russes et les Américains se rencontraient dans la maison parce que c'était un endroit neutre. Et voilà. Et donc oui, c'est quelqu'un qui était au-delà de cette opposition politique particulière. Comme Julian Huxley, ou comme il y a eu Joliot-Curie en France, un certain nombre de scientifiques qui ont voulu s'engager pour la paix à la sortie de la guerre, alors que le programme, l'armée de terre américaine ramenait les Allemands, qu'il y avait qui rentrait dans une conflictualité forte avec la Russie, il y avait la course à la bombe atomique. Eux voulaient œuvrer pour la paix. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils lancent aussi ce registre à science. Il y a un autre quand même qui est intéressant, c'est Frank Oppenheimer, qui a inventé la bombe nucléaire donc au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, c'est un peu l'épicentre, je vais en parler après parce que j'y suis allé. Ouais, mais je veux juste dire, il y a Frank Oppenheimer et son frère était, et la femme de son frère était au Parti communiste américain également. Ils sont tous poursuivis quand Robert Oppenheimer est arrêté pour être membre du Parti communiste en 1949. Son frère Frank est aussi retiré parce qu'il est contre la bombe à hydrogène. Et donc il a fait la bombe atomique, mais il ne veut pas faire la bombe à hydrogène. Et Robert Oppenheimer, à San Francisco, crée un lieu important qui s'appelle l'Exploratorium, qui devient aussi, puisqu'ils n'ont pas plus accès à la grande science à cause des questions secret défense, ça rapproche le monde scientifique du monde artistique. Et c'est le début d'un peu de ce genre de pratique qui a avec volonté de rapprocher le monde scientifique du monde artistique, et qui a des objectifs qui a aussi d'éducation. L'exploratorium, c'est le modèle de comment on fait de la vulgarisation scientifique et comment on donne les moyens aux gens, à tout un chacun, et notamment aux enfants, d'apprendre de manière non académique, de manière non avec un prof, etc., mais plutôt avec ce qu'on adore aujourd'hui, des workshops où on manipule des trucs, etc., et où dès le départ, il y a des artistes en résidence à l'Exploratorium. Voilà, et c'est le premier lieu de ce genre, où la Villette, après, a pris comme modèle l'Exploratorium, et le premier directeur de la Villette avait travaillé à l'Exploratorium, son nom m'échappe évidemment, mais bon. Voilà, donc c'est ces gens qui sont dans cette direction-là, où le savoir est, enfin, les portes sont ouvertes, les murs, on casse les murs dans ces endroits-là. Voilà, donc je vais peut-être quitter ça. Un autre diapo. Donc du coup, donc j'ai passé 3 mois aux États-Unis, donc je suis d'une part allé parce que c'était à la fois localisé donc à l'Institut de Californie de technologie dans Los Angeles, à Pasadena exactement, et puis en 1945, c'est le premier site spatial américain se trouve au Nouveau-Mexique. En 1945, c'est aussi l'année où ils font exploser la bombe atomique du projet Manhattan au Nouveau-Mexique. Tout ça étant dans un périmètre de quelques centaines de kilomètres. C'est aussi comme sur la photo où ensuite on va construire le Very Large Array. Là, c'est 26 radiotélescopes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Contact, où on voit ce champ de radiotélescopes où c'est de la radioastronomie et où éventuellement on essaye de prendre contact. Il se trouve aussi, tout ça étant dans un rayon de très très peu dans une zone vraiment réduite. C'est aussi la zone où c'est censé se passer les westerns de Sergio Leone d'ailleurs. Donc c'est vraiment... il y a Roswell qui se trouve à proximité. Donc tout ça est très très localisé. Donc j'ai voulu aller d'abord parce que je voulais aller au White Sands Missile Range, qui était le site des tirs pendant la Seconde Guerre. Je vais essayer de trouver une image du White Sands. Je vous montrerai ça après. Bon, non, tant pis, je laisse défiler. C'est donc un désert de sable blanc avec, c'est vraiment comme dans les décors, comme dans les Sergio Leone. Hein. Là, c'est White Sands, c'est le musée.
Donc c'est l'endroit où ils testent les premières fusées. Je voulais aller aux archives, à El Paso qui se trouve à côté, il y a la grande base militaire, il y a des journaux de presse. Je suis allé récupérer des coupures de presse, de l'arrivée des nazis. Il a fallu que j'aille demander aux archives de Herald, El Paso Herald ou de ce jeu. Donc il fallait que j'aille sur place, en quelque sorte, et puis me rendre compte moi-même des sites et de la géographie de tout ça. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, donc, c'était de voir l'activité contemporaine, qui est à mettre en parallèle pour moi, puisque ça en reste l'activité du spatial privé, et particulièrement puisque au milieu de cette zone, entre le Very Large Array, la base militaire de Roswell et la base de White Sands où il y a les sites de fusées, Virgin a construit un aéroport spatial du futur tourisme spatial qu'ils a appelé pompeusement le Spaceport America, qui est une architecture complètement délirante, à la fois magnifique mais à la fois comment dire, ultra coûteuse et tout ça pour faire voyager dans des petits avions, je sais pas, des acteurs américains ou des millionnaires, milliardaires divers et variés. C'est pas encore demain. Le site est pas du tout utilisé, mais il y a déjà un aéroport complètement fou. Ça, c'est le Very Large Array. Mais il y a déjà un aéroport complètement fou au milieu du désert, au milieu de cette zone. Donc, on est complètement dans cette mégalomanie américaine quand on y est, c'est assez stupéfiant. Donc j'étais un peu dans cet esprit aussi d'enquêter sur les questions contemporaines, donc là du spaceport. Je vais peut-être entrer directement, je vais attendre de voir les photos du spaceport, juste m'arrêter un peu. Donc ça c'est le Very Large Array. Ça, c'est au Jet Propulsion Laboratory. C'est la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory. Donc là, à Pasadena. Donc là, c'est la salle de contrôle pour les missions Curiosity, les missions sur Mars et les sondes comme Explorer, etc. La salle de fabrication des satellites et des rovers martiens, Los Angeles, l'observatoire. Voilà. Là, on a le tarmac du Spaceport America. Donc c'est réellement au milieu du désert. Parce que ça m'a vraiment intrigué, là, plus du point de vue contemporain. Voilà, là, on a une bonne idée de ce que c'est, de cet aéroport complètement fou. Et c'est le premier spaceport. Mais il y a d'autres projets. Il y en a un de l'entreprise SpaceX, Elon Musk, l'espèce de comment on pourrait comment il s'appelle, Iron Man comment il s'appelle, Tony Stark du spatial privé là. Elon Musk c'est un peu ça, il appelle comme ça hein, aux États-Unis, là c'est Tony Stark, Elon Musk, ils ont une métaphore du de Iron Man, mais qui va en construire un au Texas. Et je vais vous montrer un peu les projets d'architectes parce que je pense que ça m'intrigue vraiment cette question délirante et en période quand même de crise environnementale, de crise économique, qu'on ait des envies de envoyer des touristes milliardaires dans l'espace. Donc ça, c'est les différents projets d'architecture de Spaceport. Celui-là, c'est le Mojave Spaceport qui ont des grands plans en Californie, qui veulent en faire un véritable parc d'attractions gigantesque. J'ai vu les projets, c'était une conférence de présentation du futur parc d'attractions du Mojave Spaceport, c'est complètement délirant. Oui, ça c'est le module privé qui va sur l'ISS, ça c'est le Spaceport America vu du ciel, il est tout au milieu du désert. Bon, là il y a une activité parce que ça devait être un jour de communication, mais quand j'y étais il n'y avait absolument rien, il y avait juste ce bâtiment tout neuf, magnifique, mais où il n'y avait absolument rien. C'est des choses pendant 20 ans. Et alors, il y a des projets de Spaceport Malaisie, Spaceport Singapour, Spaceport Caraïbes, Spaceport Dubaï, Spaceport UK, Spaceport Sweden. Donc, il y a Copenhague, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, en nordique. Donc là, c'est des types d'architecture. Je crois que ça, c'est le Malaysian.
À chaque fois, il y a des concours d'architectes. Les architectes, c'est le nouveau challenge de designer des spaceports. Je trouve ça complètement fou. Pour le tourisme spatial. Ça, c'est Spaceport California. Donc on pourrait dire que aussi dans le spatial privé, il y a quand même deux grandes lignes de force. Hein. Je vais m'arrêter sur une image plus grande. C'est peut-être un peu héritier, je ne sais pas, c'est un peu une supposition, mais héritier de ces clivages qui avaient déjà donc au début du programme spatial. Il y a quand même, on a entendu dernièrement Elon Musk qui disait qu'il fallait faire que qui à la fois développe, c'est le premier subcontractant de la NASA pour ravitailler la Station spatiale internationale, et en même temps qui développe une entreprise de voitures électriques, qui veut développer une usine dans le Nevada pour faire des batteries avec des panneaux solaires. Enfin, il a des projets et il veut coloniser Mars. Mais absolument contre l'intelligence artificielle, contre la singularité. Alors que donc ça, c'est une tendance. Et puis il y a l'autre tendance qui est celle de Virgin, de X-Prize et de l'Université de la Singularité, avec notre entreprise qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui finance l'Université de la Singularité, qui a toujours cette idée de le voyage spatial, l'extension de la durée de la vie, mais pour des individus, pas pour un projet collectif, c'est très individualiste, et qui donc ont cette idée transhumaniste qui est plutôt représentée là par Diamandis, qui finance avec Google et l'Université de Singularité Technologique, et donc avec des entreprises comme Virgin. Et en fait, quand on les entend dire du mal de l'intelligence artificielle Elon Musk, c'est aussi des attaques économiques, parce que Elon Musk, ça a été PayPal. C'est des attaques économiques, mine de rien, contre Google, contre tel ou tel, parce que Google développe des projets de robotique. Donc c'est en fait des opérations de communication qui correspondent à des enjeux de business énormes dans des lignes, mais aussi dans des lignes de pensée technologiques qui sont extrêmement divergentes, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes fondements. Autant Elon Musk a des envies de, disons, spatial et tout ça, mais il développe des technologies durables. Il fait du solaire, il fait de la voiture électrique, il veut aller faire des colonies martiennes peut-être, mais il a une volonté technologique durable. Autant les autres sont clairement sur toujours le modèle pétrolier, gaz de schiste, et la singularité technologique. Et donc c'est des vrais courants, deux courants qui s'opposent très fortement à coup de communication, à de pseudo-programmes martiens et de pseudo-idéologie de la Final Frontier, avec chacun leur version, mais c'est des enjeux économiques très forts. Et aussi d'un pseudo-privé. Enfin, moi, là-dessus, je suis très énervée, parce que notamment Elon Musk passe son temps à expliquer que lui, il est dans le privé, qu'il risque son argent, qu'il est un entrepreneur, etc. Et que c'est beaucoup mieux que les agences spatiales traditionnelles qui sont sur fonds publics, donc sur l'argent du contribuable. Donc on est tout à fait dans l'imaginaire américain et dans l'idéologie fondatrice américaine, sauf qu'on est dans quelque chose qui est du transfert de technologie. C'est-à-dire qu'Elon Musk, il est dans la prise de risque pour une entreprise. Il a zéro prise de risque, puisque son entreprise est entièrement financée par les contrats de la NASA, les contrats qu'il a avec la NASA, donc premièrement. Donc prise de risque financière zéro, donc il peut faire joujou sur des projets qui peuvent être intéressants par ailleurs, mais sans réelle prise de risque financière. Et deuxièmement, il est en transfert de technologie. C'est-à-dire que la NASA, qui a arrêté le programme Navette, fait du transfert, tout son développement, parce qu'il est aussi dans l'idée de l'innovation technologique, etc. Le dernier vol de navette, c'est 2012, et ensuite ils ont transféré toute l'activité vers le Dragon, Dragon et d'autres, Sierra Nevada. Voilà.
il est dans le discours actuel de l'innovation et que donc le privé est forcément beaucoup plus innovant que le public. Or, il part de tout ce que les ingénieurs de la NASA ont développé, payé par le contribuable américain. Donc la notion de se priver par rapport de l'espace, l'accès à l'espace privé par rapport à l'accès à l'espace public est quand même extrêmement ambigu pour dire le moins. Et je voudrais rebondir, Ewan, enfin, tu vas aller après, mais rebondir sur ce que tu disais par l'association des astronautes autonomes, où à l'époque, il y avait quand même il y avait un discours politique fort contre la domination de l'espace par les agences spatiales, qui par définition sont des agences étatiques et gouvernementales. Et il y avait cette idée d'un accès à l'espace plus ouvert, plus large, plus libre et aussi plus utopique. Et on pourrait croire que justement les Elon Musk et compagnie, dans leur accès à l'espace privé, sont sur la même longueur d'onde. Or, pas vraiment, quoi. Est-ce que tu peux, tu vois, dire des choses sur les valeurs que vous aviez dans la et qui était du rêve utopique, mais les astronautes autonomes, c'était aussi collecter dans l'histoire le rêve de l'utopie de voyage spatial, de le rassembler et d'essayer, comme je disais tout à l'heure, de faire un peu une histoire non linéaire, non connue. Ça pouvait être, je sais pas, le livre Fusée de Baudelaire, ça pouvait être des textes du XVIe siècle, de, je sais pas, Cyrano de Bergerac, qui parle et qui utilise aussi la question du voyage spatial comme un moyen de critiquer le monde terrestre. Dans Voyage État et Empire du Soleil de Cyrano de Bergerac, il prend le prétexte d'une société lunaire ou d'une société martienne, ou pour définir une utopie, ou pour critiquer les problématiques terrestres. Donc, astronaute autonome, c'était aussi une manière d'utiliser l'utopie pour critiquer les contradictions terrestres, quoi, et de dire on ne va pas exporter dans l'espace nos contradictions. Donc, et donc, comme on était assez jeune et que c'était une façon de se faire sa propre culture, hein, d'aller chercher dans la littérature, dans l'art, dans l'histoire politique, des visions alternatives et des visions, comment la métaphore du spatial pouvait être utilisée, à la fois avec un vrai désir, un vrai rêve de cosmos, et à la fois avec une volonté de critiquer le terrestre, les problématiques territoriales et économiques, capitalistes, etc. Donc aujourd'hui, Elon Musk, c'est encore, on dit c'est l'anti-Tony Stark, mais parce que je ne sais pas si tu connais Iron Man et tout ça. Tony Stark, c'est quand même le super-héros représentant le complexe militaro-industriel qui a une crise de conscience, qui devient un peu, qui se construit un exosquelette robot pour à l'après sauver les gens des travers de sa propre entreprise. Mais c'est quand même un leader du complexe militaro-industriel des années 60-70. Donc Elon Musk, c'est un peu une figure comme ça là, mais l'anti, c'est-à-dire que son entreprise, il se défend de faire du solaire, de vouloir faire un train ultra rapide là, entre San Francisco et Los Angeles, de construire une usine solaire pour fabriquer des batteries au lithium à côté de Las Vegas. Donc il a une prétention à faire de la green technology, tout en étant on dit avec un discours d'innovation, il vient de la culture Internet, tout ça, et tout en étant, comme tu dis, complètement dépendant des contrats d'État. Il y a, c'est assez particulier. Pour autant, moi je le trouve idéologiquement plus... Quand il critique la question de la singularité technologique et des développements, je trouve qu'il n'est pas tort et qu'il faut être raisonnable, même si c'est mettre aussi un système Frankenstein pour faire peur à tout le monde. Mais c'est parce que aussi ses rivaux économiques dans le spatial, comme je te dis, les entreprises de Diamond Lease, qui sont plutôt alliées à Google, alliées au singularitarien, sont ses opposants économiques. Donc je pense qu'il y a des idéologies réellement américaines dans tout ça, qui sont parce que Elon Musk, en quelque sorte, il veut renouveler le rêve de Las Vegas, quoi. C'est créer une ville
renouveler la possibilité d'un Las Vegas, d'une communauté martienne riche et confortable dans un désert où il fait 45 degrés et où a priori on ne pourrait pas survivre. Et donc il y a des volontés de renouveau de cet idéal californien. Vraiment, c'est infini comme